Chers amis, bonjour. Je vais vous donner quelques nouvelles aujourd'hui de la situation en Belgique sur toute une série de points. Euh, je regrette évidemment de ne pas avoir pu participer à l'émission L'info en question, mais comme ça vous avez un petit résumé de ce qui se passe parce que ça bouge assez bien. Alors, tout d'abord, par rapport à la situation scolaire qui préoccupe beaucoup de parents, étant donné que la rentrée approche, Initiative citoyenne a envoyé, en date du 23 août dernier, un courrier aux associations de parents UFAPEC et FAPEO, donc pour l'enseignement catholique et l'enseignement libre, ainsi qu'aux directions d'écoles secondaires, un courrier qui aborde différents points comme la question du masque, évidemment, de la distanciation sociale, puisque le contact est très très important pour la bonne santé psychique. Sur les vaccins, les tests, puisque dans la presse, il y a eu des articles circulants disant qu'on envisageait éventuellement des tests salivaires massifs dans les écoles. Et donc, vous retrouverez ce courrier qui aborde toute cette série de points sur notre site internet pour le lire, pour le diffuser autour de vous et pour agir vous aussi en tant que parents, c'est vraiment important. Par rapport au reste des points de ce qui se passe ici en Belgique, au niveau des masques, il y a du changement. Parce que donc je vous avais expliqué dans les précédentes émissions donc ce qu'il en était au niveau des démarches entreprises, notamment le signalement d'un magasin du Namurois au Centre pour l'égalité des chances, donc le centre UNIA. Parce que c'était une attitude stigmatisante, discriminante, intimidante par rapport à une situation de handicap pour laquelle il y avait des papiers médicaux et qu'ils estimaient soi-disant non valides, insuffisants. Et l'arrêté royal ici en Belgique disait que les gens médicalement inaptes pour porter un masque eh bien, devaient porter la visière. Donc avec cette pression indue pour une visière dont l'inefficacité était assez flagrante et évoquée par différentes instances comme l'Office fédéral suisse de la santé publique et d'autres instances officielles en France notamment. Et donc, suite à ce signalement pour les masques auprès du Centre pour l'égalité des chances et un mail que j'avais envoyé au service de la ministre belge Maggie De Blok, ministre de la Santé, en date du 16 août. J'ai appris ce mardi 25 août de la part d'un collaborateur du Centre pour l'égalité des chances ceci, Madame Meulemans, suite à votre signalement, nous vous informons qu'en date du 22 août 2020, le moniteur belge a revu son arrêté ministériel du 30 juin 2020. Et donc, l'article 12 dit ceci, l'article 21 bis de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit. Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation. Donc, c'est une victoire importante pour les personnes malades, handicapées, qui ne sont donc pas obligées de porter cette visière qui peut les stigmatiser encore plus et faire d'eux des bêtes de cirque pour une efficacité de zéro, ou en tout cas très, très contestable en cas d'utilisation seule. Alors, par rapport au vaccin, quelques mots également sur les démarches en cours. Donc, vous le saviez, le 26 juin dernier, un de nos avocats, Maître Rixon, avait donc demandé l'accès aux documents administratifs au niveau de la Commission européenne pour tout ce qui est passation de marché d'achat de vaccins, de centaines de millions de doses. Mi-juillet, cette commission avait dit à notre avocat qu'il lui faudrait un délai accru parce qu'il y avait beaucoup de documents à fournir. On n'a toujours rien à l'heure actuelle. Donc ça, cette demande, pour l'instant, n'a pas trouvé de réponse de la part de la Commission européenne. On va évidemment relancer, on ne lâche pas ça. Alors, par rapport au... Je veux aussi vous parler du règlement européen. Il y a un règlement européen très préoccupant, le règlement 2020-1043. C'est un règlement qui a été adopté par le Parlement européen et qui est entré en vigueur le 18 juillet dernier. Et ce règlement est vraiment problématique parce que, en fait,
permet, si vous voulez, la diffusion de vaccins avec une absence d'évaluation suffisante de l'impact sur l'environnement, hein, notamment, on sait bien que ce seront des vaccins OGM qui feront de nos corps des OGM. Et donc, pour vous expliquer un petit peu ça, je vais vous donner quelques informations parce que c'est très, très important que dans tous les pays européens, un maximum de pays européens possible, les citoyens s'organisent, saisissent des avocats et entament des actions communes, convergentes, conjointes contre cette disposition qui est une disposition scélérate, hein, il n'y a pas d'autre mot. Alors, pour comprendre un petit peu la portée en fait de ce règlement, il faut donc savoir qu'il entérine en fait la suspension exceptionnelle de certaines mesures de précaution obligatoires qui encadrent normalement l'autorisation de distribution de vaccins et le développement du génie génétique. Donc, pour comprendre la portée de ce règlement, il faut distinguer 3 grandes étapes distinctes dans l'élaboration d'un vaccin. 1, la fabrication du vaccin. 2, les essais cliniques sur des petits groupes tests. Et 3, la diffusion du vaccin dans la population. Alors, selon le cadre normatif de l'Union européenne, chacune de ces étapes ne peut se réaliser qu'à la condition que les institutions sanitaires publiques aient accordé une autorisation préalable sur base d'évaluations précises des risques potentiels sur l'environnement et la santé humaine, de sorte que chacune des 3 étapes nécessite à chaque fois une autorisation supplémentaire adaptée aux caractéristiques de l'étape concernée. Le règlement UE 2020-1043 permet en fait, si vous voulez, donc de diffuser des vaccins non autorisés. Et donc, cela est explicitement ratifié et même encouragé. Alors, donc en fait, au niveau de ce règlement, l'obligation d'une évaluation des risques pour la santé des membres des petits groupes tests est maintenue, tandis que l'obligation d'une évaluation des risques pour l'environnement est annulée. Donc, cette étape-là est complètement zappée, ce qui est évidemment problématique. Alors, normalement, comme pour n'importe quel médicament, les vaccins ne peuvent être diffusés dans la population que s'ils ont été autorisés par l'Agence européenne des médicaments, qui est l'institution chargée principalement de gérer les demandes d'autorisation de distribution des médicaments. Lorsqu'il s'agit d'un médicament contenant ou consistant des organismes génétiquement modifiés, cette agence doit assurer que toutes les mesures appropriées sont prises afin d'éviter des effets indésirables pour la santé humaine et l'environnement, qui pourraient résulter de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. Alors, vous le savez, ou en tout cas beaucoup d'entre vous le savent, l'Agence européenne a un financement à 80% par des redevances de l'industrie pharmaceutique. Alors, en lieu et place de cette procédure normale impliquée par une demande d'autorisation, non seulement le règlement UE 2020-1043 n'oblige explicitement l'industrie pharmaceutique à rien, mais l'Agence européenne du médicament affirme explicitement qu'elle mettra tout en œuvre pour faciliter la distribution des vaccins. S'il n'existe pas d'autres traitements efficaces déjà autorisés, il est possible, mais non obligatoire pour un pays, d'introduire pour des vaccins non autorisés une demande de distribution pour raisons compassionnelles. Vous voyez, les raisons compassionnelles, c'est ce qui est déjà à l'œuvre dans les cas de maladies rares, par exemple. Vous voyez, donc des gens qui sont dans un état très grave pour lesquels il n'existe pas de traitement ou que des traitements symptomatiques et qui donc n'ont malheureusement rien à perdre avec leur état et qui souhaitent pouvoir accéder à un traitement pour essayer d'aller mieux. Alors ici, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Hein. On va s'adresser à des gens en bonne santé ou en tout cas des gens malades, mais qu'on risque d'aggraver encore avec une vaccination hasardeuse et mal évaluée. Alors, donc cette demande, en fait, si vous voulez, de distribution pour raison compassionnelle n'exige aucune évaluation autre que celle qui a conditionné le démarrage des essais cliniques et qui donc pourrait montrer au final l'inefficacité du traitement ou même sa dangerosité. Par exemple, le remdesivir, ce médicament très coûteux qui est très rentable pour la firme Gilead, qui est inefficace, bourré d'effets secondaires, est un médicament non autorisé et dont aucune étude ne prouve l'efficacité contre le Covid, selon quelqu'un notamment comme le professeur Raoult, mais pour lequel des demandes ont été déposées donc, dans le sens d'un usage dit compassionnel, par plusieurs pays européens et ces demandes ont été acceptées évidemment puisqu'il n'y a aucune évaluation exigée.
Voilà, oui, donc c'est quand même, on est quand même dans une situation très, très grave sur un plan éthique, scientifique, déontologique, etc. Alors, ce règlement en fait 2020-1043 qui facilite et encourage donc tous ces produits hasardeux, soi-disant pour des raisons compassionnelles, ne tient pas compte du fait qu'il existe déjà des traitements qui ont démontré une efficacité vraiment importante. La chloroquine, hein, le professeur Raoult, on le sait, a encore dit il n'y a pas longtemps qu'il avait une mortalité 7 fois moindre qu'ailleurs. L'artémisia, la vitamine C, donc tous des traitements qui ont quand même montré un intérêt vraiment indéniable dans le traitement du Covid. Donc, l'argument d'usage compassionnel ne tient évidemment pas. Alors, en conclusion, on peut dire que le règlement UE 2020-1043 est illégal en fait, puisqu'il encourage la distribution de substances dont la dangerosité et l'utilité sont inconnues pour la population, tandis qu'il existe déjà des substances, comme j'en ai parlé, inoffensives et efficaces. En plus, l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne explicite la santé publique comme un des objectifs prioritaires du traité. Donc ici, on est vraiment en contradiction avec ça, puisqu'on va mettre la santé des gens en danger. En plus, d'autre part, il y a le principe de proportionnalité, donc qui est formulé à l'article 5 du traité de l'Union européenne, et qui est complètement violé parce qu'on prend des dispositions démesurées, aberrantes, dangereuses pour ce Covid, alors que les taux de mortalité du Covid sont vraiment bas et ils ne dépassent pas les 0,6% selon l'OMS. Donc c'est inquiétant et il faut faire des actions avec des avocats. Il faut saisir les tribunaux, il faut poser des questions préjudicielles au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, il faut le faire au niveau national parce que comme ce règlement a une portée générale, les conditions, les critères d'action directe auprès de la Cour de justice de l'Union européenne ne sont pas forcément remplis et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment intenter les actions dans différents pays européens pour que les juges nationaux saisissent eux-mêmes la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, par rapport au vaccin, un mot également par rapport à la situation en Belgique, parce qu'on a appris récemment que les autorités belges comptaient, sans grande surprise à nos yeux, faire affaire aussi avec AstraZeneca pour le vaccin élaboré à Oxford, le vaccin à base d'adénovirus de singe. J'en avais déjà parlé dans les précédentes émissions de l'info en question, en expliquant notamment que ce vaccin non seulement est inefficace, mais en plus, suivant l'avis de plusieurs experts, peut contribuer à répandre le coronavirus, ce qui est un comble évidemment avec tout le ramdam qu'on nous a fait, toutes les restrictions qu'on nous a imposées, d'aller diffuser massivement à des centaines de milliers de gens, voire des millions de personnes, un vaccin qui pourrait répandre le virus. Et cette situation serait évidemment très problématique parce qu'à partir du moment où les cas de coronavirus augmentent, ça pourrait être pris comme prétexte en disant « Ah, ben vous voyez, ça augmente, il faut absolument une obligation vaccinale. » Donc, il faut vraiment être très, très vigilant là-dessus. Et il faut aussi savoir que la firme AstraZeneca a obtenu l'impunité juridique totale. Donc, en cas d'effet secondaire, les gens devront se retourner contre l'État, ils auront du déni, des affirmations comme d'habitude que c'est le hasard, les coïncidences, et ils pourront rester tout seuls, être abandonnés à leur triste sort et devoir se débrouiller avec des maladies potentiellement irréversibles et très coûteuses. Voilà. Alors maintenant, je voudrais vous évoquer un autre aspect important qui est l'aspect de manipulation, un aspect très préoccupant aussi. Les autres numéros de l'info en question avaient aussi parlé de ce problème de la manipulation. Mais ici, je vais vous parler d'exemples concrets. Il y en a 3. Il y a ce qui se passe notamment aux États-Unis. C'est-à-dire que sur le site des essais cliniques, donc le site gouvernemental qui regroupe tous les essais cliniques en cours, on trouve notamment, en date du 7 juillet, un essai clinique initié par une équipe de l'université de Yale et qui, en gros, consiste à évaluer la performance de toutes sortes de messages de manipulation. Ce sont des messages de manipulation pour essayer de faire pression sur les gens pour qu'ils acceptent des vaccins élaborés à la hâte et tout à fait hasardeux.
Et donc, pour donner des exemples très concrets et parlants de ce genre d'études et de ce que des psychologues ou des médecins cautionnent et envisagent de mettre en œuvre, eh bien, voici quelques exemples. Donc, ils vont, en fait, ils font participer 4000 personnes et ils testent l'efficacité de différents types de messages sur différents registres pour contraindre ou en tout cas influencer à mort les gens pour qu'ils acceptent un vaccin qui n'a pas subi des tests de sécurité appropriés. Voici donc quelques-uns des messages qu'il prévoit d'utiliser dans les différents groupes. Dites aux gens qu'ils causent des difficultés économiques aux autres s'ils ne se font pas vacciner. Utilisez la culpabilité. Demandez-leur s'ils ne se sentiraient pas coupables s'ils tuaient quelqu'un parce qu'ils ne se feraient pas vacciner. Utilisez la gêne. Demandez-leur s'ils ne se sentiraient pas gênés s'ils tuaient quelqu'un parce qu'ils ne se feraient pas vacciner. Utilisez la colère aussi. Demandez-leur s'ils ne se sentiraient pas en colère s'ils tuaient quelqu'un parce qu'ils ne se seraient pas vaccinés. Vous voyez le forcing là à mort. Dites-leur qu'ils ne sont pas courageux s'ils ne se font pas vacciner. Dites-leur qu'ils doivent faire confiance à la science et que s'ils ne se font pas vacciner, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la science. Vous voyez, faire passer les gens qui s'informent pour des béotiens. On est vraiment dans ce que Orwell pointait. La guerre, c'est la paix, la novlangue, on inverse tout. Alors, dites-leur qu'ils courent un danger personnel s'ils ne se font pas vacciner, même s'ils sont jeunes et en bonne santé. Donc, en gros, ça consiste à leur mentir, en fait. Dites-leur que la société doit travailler ensemble pour que tout le monde soit en sécurité. Il s'agit d'une expérience psychologique qui sera bientôt transférée, en fait, à la société dans son ensemble. Et j'en veux pour preuve ce qui se passe de façon conjointe dans plusieurs autres États. C'est de nouveau quelque chose de concerté qui n'est pas juste de l'ordre d'une initiative nationale isolée, en fait. Alors, ce qui se passe, par exemple, avec le Royaume-Uni, un document officiel du SAGE, qui est le groupe scientifique de conseil par rapport à toutes les situations d'urgence. C'est un document qui a été publié le 5 mai 2020. Eh bien, ce sont des aveux en fait accablants. Parce que donc, il s'agit d'une recherche et d'une analyse sur les options pour accroître l'acceptation sociale, l'adhérence sociale aux mesures de distanciation sociale. Mais évidemment, la portée de ça concerne l'ensemble de la crise, y compris la visée et la perspective vaccinale, il faut bien le comprendre. Et donc, ce document dit notamment ceci. Il dit qu'un nombre important de personnes ne se sentent pas suffisamment menacées personnellement. Il se peut qu'ils soient rassurés par le faible taux de mortalité dans leur groupe démographique, bien que le niveau d'inquiétude soit en hausse. Le niveau perçu de menace personnelle doit être augmenté parmi ceux qui sont complaisants en utilisant des messages émotionnels percutants. Et dans la suite de ce texte, eh bien, on peut lire que la presse a bien été utilisée pour manipuler notre sentiment de menace vitale et de peur. Donc, vous voyez, pour décrypter cette information, il faut quand même se souvenir que les personnes qui critiquent la vaccination sont de façon récurrente dans les médias assimilées à des complotistes, à des gens qui utilisent la peur et l'émotionnel, l'émotionnalité. Et ici, on voit bien dans ces documents officiels les aveux qu'ils comptent utiliser des messages émotionnels, jouer sur les émotions des gens pour manipuler leur perception de la menace réelle, en fait. Donc voilà, nous nous basons sur des documents, des preuves, des éléments d'investigation. Ce qui compte pour nous, c'est la rationalité, la réflexion, le débat, le libre choix. Et pour les officiels, c'est le matraquage, la répétition, la propagande, les émotions, le conditionnement, comme le conditionnement pavlovien. Et alors, pour enchaîner là-dessus, et c'est tout à fait convergent, en Belgique, il y a eu un rapport le 20 août dernier de l'Union professionnelle des psychologues cliniciens francophones. Et ce rapport, selon ce qui nous revient, écœure un certain nombre de psychologues, de psychiatres, des gens qui sont outrés, atterrés, et des psychologues qui disent nous allons résilier notre adhésion à des groupes comme ça, avec ce dont ces gens se rendent complices. Parce qu'en fait, dans le cadre de ce rapport,
il est notamment dit: le suivi des mesures nécessite un effort particulier de la population. Les mesures constituent une rupture dans notre mode de vie actuel et nous devons les observer pendant longtemps. Bien que le suivi des mesures ait d'abord semblé être un problème temporaire, il devient maintenant clair que nous entrons dans une phase de changement de comportement permanent. On peut se poser la question de la légitimité politique, démocratique de tout ça. Un changement de comportement permanent? Et pourquoi? Alors que l'épidémie est terminée, alors que le taux de mortalité est bas, il est de maximum 0,6%, dans d'autres pays c'est entre 0,1 et 0,4%, etc. Donc un changement de comportement permanent, ça pose question. Ça pose question, et d'ailleurs le professeur Jean-François Toussaint l'a dit récemment dans une interview, que les experts prennent des décisions déconnectées de la réalité du terrain, et ils se demandent pour aller où? Pour nous emmener où? Pour nous amener vers où sur un plan social démocratique? Alors le rapport dit aussi, bien que le suivi des mesures ait d'abord semblé être un problème temporaire, donc il devient maintenant clair, donc ça c'est ce que je viens de dire, que nous entrons dans une phase de changement de comportement permanent. Ça c'est ce que je venais d'expliquer. Mais alors la suite. Le nouveau comportement va devenir un comportement habituel. Le changement de comportement doit donc conduire à un comportement habituel. Le comportement d'habituation découle principalement de la planification et des répétitions fréquentes. Il est donc envoyé dans le cerveau différemment du comportement dirigé consciemment. Il n'est plus rendu conscient pour atteindre un objectif et il est en grande partie automatique ou sans réflexion. Différents piliers sont importants pour faciliter cette formation d'habitude. Donc, c'est exactement comme ce que je vous disais. Les répétitions, la propagande, le matraquage. Goebbels, le ministre de la propagande d'Hitler, ne disait pas autre chose. Il disait, répéter 1000 fois un mensonge, il deviendra une vérité. Il deviendra, soi-disant, quelque chose qui va de soi, qui est automatique. Il n'y a plus besoin d'être réfléchi, ou discuté, ou débattu. Donc, on est exactement là-dedans. Donc, il faut réagir, il faut se renseigner et se mobiliser. Et c'est pour ça que de plus en plus de professionnels de santé nous contactent. Alors, des réflexions de groupes sont en cours, des projets sont en cours pour partager l'expérience de terrain de ces professionnels qui est extrêmement importante parce que ces personnes ont leur expertise, qui n'est pas une expertise déconnectée de la réalité comme les experts bidons, dans bien des cas, qui sont avec leur modélisation mathématique douteuse et qui ne tiennent pas la route. Et donc, moi, je continue à inviter les professionnels de santé à nous rejoindre parce qu'il y a un groupe déjà avec au moins entre 30 et 40 professionnels et qui n'arrêtent pas de s'agrandir. Donc, que vous soyez médecin spécialiste, médecin généraliste, que vous soyez pharmacien, que vous soyez dentiste, que vous soyez kinésithérapeute, que vous soyez infirmier, ergothérapeute, aide-soignant, ambulancier, naturopathe, contactez-nous initiative.citoyenne@live.be et nous vous mettrons en contact avec le groupe déjà constitué. Alors, un dernier point par rapport aux mails. On a reçu énormément de mails. Nous nous excusons de ne pas avoir pu répondre encore à toute une série de mails. On les lit, on y répondra. Merci de votre patience. L'action se poursuit, le travail se poursuit. Un énorme merci aussi à toutes les personnes qui nous font des dons. Merci de votre générosité. Ça sert, ça aide. Ça va permettre de financer le travail avec les avocats et tout ce qui s'en vient au niveau du travail élémentaire et indispensable d'information. Alors, je vous rappelle aussi les pétitions, bien sûr, sur le site pétition en ligne, pétition contre l'obligation vaccinale avec les vaccins Covid, pétition contre le port du masque. Continuons et soyons créatifs. Absolument. L'union fait la force, on ne le dira jamais assez. Et je vous dis à très bientôt dans un autre numéro de l'info en question.